Au cœur de terres ancestrales, nichée entre montagnes et collines, se trouvait une petite bourgade nommée Ézépu. En ce lieu vivait une princesse du nom de Camille. Son père était le roi Luc, et elle était sa fille unique. La beauté de Camille et son esprit enjoué étaient connus de tous, mais son existence était marquée par une épreuve de taille. Elle était infirme. À cause de cette condition, aucun homme ne souhaitait l'épouser. Sa vie prit une tournure encore plus tragique lorsque son père, le roi Luc, et son unique frère, le prince Jonathan, seul héritier du trône, s'éteignirent soudainement, emportés par une étrange maladie. La princesse Camille et sa mère, la reine Agatha, se retrouvèrent seules survivantes de la lignée royale. Après la tragédie qui frappa la famille de Camille, le trône se retrouva vacant. La tradition du village était formelle, le pouvoir ne pouvait rester sans maître. Cependant, cette même tradition stipulait qu'une femme non mariée ne pouvait monter sur le trône. Ainsi, Camille, unique enfant survivante du roi, se vit refuser l'accès à son héritage, sa condition d'infirme aggravant encore son exclusion. Face à cette impasse, Malachie, l'oncle de Camille, fut couronné roi par intérim, avec pour mission de gouverner le royaume jusqu'à ce que la princesse trouve un époux. Pour Camille, la situation était critique. Elle savait qu'elle devait se marier au plus vite pour reprendre le trône à son oncle, avant que son règne temporaire ne devienne permanent et que l'héritage de son père ne soit effacé à jamais. Le temps était son ennemi, mais son infirmité semblait un obstacle insurmontable. Même en étant princesse, aucun homme ne désirait prendre pour épouse une femme privée de l'usage de ses jambes. Les jours succédant à la mort de son père s'écoulaient, et l'espoir de Camille de se marier et de reconquérir son trône s'amenuisait, se transformant en un rêve inaccessible. Pire encore, malgré leur deuil, Camille et sa mère Agatha étaient devenues la cible des commérages et des moqueries du village. Les jeunes hommes l'évitaient, et les murmures malveillants la suivaient à chacun de ses déplacements. La perte tragique de son père et de son frère avait fait d'elle des objets de dérision et de suspicion. Certains villageois, n'ayant jamais vu de fauteuil roulant, ne comprenaient pas comment une chaise pouvait avoir des roues et en faisaient un sujet de raillerie. D'autres, plus cruels, répandaient la rumeur que la reine Agatha avait assassiné le roi et son fils. Ils allaient jusqu'à prétendre que l'infirmité de Camille était le résultat de sombres rituels auxquels sa mère se serait livrée, sacrifiant les jambes de sa propre fille. Pourtant, Camille était déterminée. Elle espérait que le mariage mettrait fin aux murmures, laverait l'honneur de sa mère de ses accusations infâmes et la rétablirait comme l'héritière légitime du trône de son père. Elle aimait son peuple et se souciait des affaires du royaume, mais la plupart des villageois ne voyaient en elle que son handicap. « Quand je serai mariée, tout cela cessera », se répétait-elle chaque fois que les moqueries l'atteignaient, avant de regagner le palais dans son fauteuil. La reine Agatha, anéantie par le chagrin, s'était repliée sur elle-même, laissant Camille seule face à la solitude et aux insultes. Un jour mémorable, Camille décida de se rendre au marché. Elle avait entendu dire qu'un marchand venait de recevoir de magnifiques parures de bijoux de la ville. Un souvenir doux amer lui revint. Elle accompagnait autrefois son père au marché pour choisir des parfums et des bijoux pour sa mère. Chaque fois que la reine Agatha recevait ses présents, son visage s'illuminait d'une joie enfantine. Mais depuis la mort du roi, personne ne lui avait plus rien offert. Camille songea un instant à envoyer une servante, mais elle craignait que celle-ci ne choisisse un bijou qui ne soit pas au goût de la reine. Elle décida donc de s'y rendre elle-même. Alors qu'elle traversait le village, peu de gens s'arrêtèrent pour la saluer. Une profonde tristesse l'envahit. Elle se souvint du temps où son père était en vie. Les villageois s'inclinaient sur son passage, et votre majesté résonnant à travers le marché. Aujourd'hui, son titre de princesse ne signifiait plus rien. Le respect qu'on lui portait s'était évanoui. La plupart l'ignoraient, tandis que d'autres la pointaient du doigt en chuchotant. Elle s'efforça de ne pas y prêter attention. À la bijouterie, le marchand l'accueillit chaleureusement et lui présenta ses plus belles pièces. Une parure attira son regard. Elle la paya et quitta la boutique, le cœur un peu plus léger. Mais alors qu'elle regagnait le palais, elle passa devant un groupe de jeunes filles. L'une d'elles s'écria, « Regardez-la. La princesse sans jambes. Tu n'es qu'une créature laide qui n'aurait jamais dû naître. » En entendant ces mots, Camille immobilisa brusquement son fauteuil. Une envie irrépressible de pleurer la submergea. On l'avait souvent traitée de chose inutile, mais jamais personne n'avait souhaité qu'elle ne soit jamais née. La blessure fut plus profonde qu'elle ne l'aurait cru. Les paroles cruelles fusaient, de plus en plus fortes, de plus en plus blessantes. « Sorcière. Ta naissance a tué ton père et ton frère. Si tu n'étais pas née, ils seraient encore en vie. Tu es le mal incarné. » Camille ne put supporter davantage. Des larmes commencèrent à couler. Son père et son frère avaient été les seuls hommes à l'accepter sans réserve, à l'aimer d'un amour inconditionnel.
Comment pouvait-on l'accuser de leur mort? Elle luttait pour ne pas éclater en sanglots devant ses tortionnaires, pour ne pas leur offrir un nouveau sujet de commérage, mais la cruauté de leurs propos était insoutenable. Soudain, un jeune homme apparut, le visage empreint de colère. « Assez » lança-t-il d'une voix autoritaire. « Comment osez-vous parler ainsi à quelqu'un qui ne vous a fait aucun tort ?» Les jeunes filles, surprises et irritées par cette intervention, répliquèrent avec arrogance, « Et qui es-tu pour nous dire ce que nous devons faire ?» Mais le jeune homme ne se laissa pas démonter. « Je suis quelqu'un qui croit en la décence et le respect. Et je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous humiliez une personne qui souffre déjà. N'avez-vous aucun respect pour le défunt roi? N'avez-vous donc aucune conscience ?» demanda-t-il d'une voix forte. Les jeunes filles, se sentant vaincues, lui lancèrent un regard noir mais ne dirent plus rien. Après un échange de regards gênés, au lieu de s'excuser auprès de Camille, elles levèrent les yeux au ciel et s'éloignèrent. L'homme se tourna alors vers Camille et s'agenouilla près d'elle. « Allez-vous bien ?» demanda-t-il. Camille ne répondit pas. « Je suis désolé qu'elle vous ait traité de la sorte » ajouta-t-il. Encore tremblante, Camille leva vers lui des yeux embués de larmes. « Merci. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un prenne ma défense. » En l'observant, elle remarqua son chapeau de paille à large bord, son sac en bandoulière et la machette à son côté. Le sac contenait des graines, c'était un fermier. Le jeune homme sourit en voyant qu'elle le dévisageait. « Ah, je vois que vous vous demandez qui je suis. Mon nom est Isana. Je suis Camille. Princesse Camille. J'apprécie votre gentillesse, répondit-elle avec un sourire forcé. Princesse Camille. Je sais qui vous êtes. La princesse infirme dont tout le monde parle. Si vous avez besoin d'un peu de calme, je connais un endroit. Ce n'est pas loin du marché, à l'abri des regards indiscrets. Si vous le souhaitez, nous pouvons y aller, suggéra Isana. Camille hocha la tête, bien qu'un peu méfiante à l'idée de suivre cet inconnu. Isana poussa son fauteuil jusqu'à un vaste champ cultivé et l'installa sous l'ombre généreuse d'un grand arbre. « C'est votre ferme, n'est-ce pas ?» demanda Camille. Isana sourit en guise d'approbation. « Merci de m'avoir amené ici, Isana, » dit-elle, la voix encore chargée de l'émotion de l'incident. « Je suis navrée que vous ayez eu à subir cela. Ces filles peuvent être si cruelles, » répondit Isana. « Merci d'être intervenue. J'étais complètement bouleversée. » Le regard d'Isana était pensif. « J'ai bien vu. Il n'est jamais facile de faire face à une telle hostilité. Mais vous avez géré la situation avec beaucoup de grâce. » Camille secoua la tête, tentant de réprimer une frustration grandissante. Il est difficile de rester gracieuse quand les gens sont si méchants. Je n'ai pas d'amis, et les seules personnes qui m'aimaient inconditionnellement m'ont été arrachées par la mort. Aujourd'hui, je me bats contre tant de choses. Les rumeurs, ma condition, tout. Elle s'interrompit, ne voulant pas paraître faible devant lui. Mais Isana la regarda avec une profonde compréhension et sourit. « Pourquoi souriez-vous? Vous moquez-vous de moi ?» demanda Camille. Les mots suivants d'Isana la surprirent. « Vous êtes belle, princesse Camille. Votre beauté ne peut être effacée par votre infirmité. Non. Ces jeunes filles le savent bien, et elles sont jalouses. C'est pour cela qu'elles vous tourmentent. Je peux être votre amie. Je ne vous jugerai jamais sur votre condition. » Ces paroles la laissèrent sans voix. Elle le fixa, incapable de prononcer un mot. Isana resta silencieux, l'observant. Puis, il vit le visage de la princesse s'éclairer peu à peu d'un sourire. Le sourire s'élargit, jusqu'à ce que Camille éclate de rire. Un rire si intense qu'une larme roula sur sa joue. « Princesse Camille, y a-t-il un problème ?» demanda Isana, embarrassée, craignant qu'elle ne rejette son offre d'amitié. Voyant son expression, le rire de Camille s'apaisa. « Personne ne m'a jamais dit que j'étais belle, à part mon père et le prince héritier. Ils étaient les seuls à m'aimer malgré tout. Je suis simplement stupéfaite qu'un étranger, que je viens à peine de rencontrer, me protège des mots cruels de ces filles, me dise que je suis belle, et veuille même devenir mon amie. Alors que tous les autres villageois m'évitent comme la peste. Oui, je suis surprise. » Isana acquiesça. « Je comprends. C'est difficile à croire, vu la vie que vous avez menée. Mais vous êtes véritablement belle. Restez ici, je dois semer ces graines. Cela ne prendra pas longtemps. » Camille le regarda creuser la terre avec sa machette et y déposer les grains. Le soleil était brûlant, mais son chapeau le protégeait. Elle l'observa un moment, oubliant presque qu'il lui avait proposé son amitié. Isana semblait l'avoir oublié lui aussi, tant il était absorbé par sa tâche. Mais soudain,
Il lui adressa un sourire éclatant, qui lui rappela sa proposition. Un sourire sincère se dessina alors sur le visage de Camille, le premier depuis la mort de son père et de son frère. Lorsqu'il eut terminé, Izana la rejoignit à l'ombre. « Avez-vous pris votre décision ?» demanda-t-il en s'asseyant nonchalamment dans l'herbe. Il retira son chapeau, s'aspergea le visage d'eau pour se rafraîchir, puis se lava les mains. Camille apprécia sa simplicité et sa liberté. « Oui. Je veux que nous soyons amis, » répondit-elle. « Ma nouvelle amie accepterait-elle de partager quelque chose à manger ?» demanda Izana avec un sourire. Il ouvrit délicatement un panier contenant des fruits frais et des noix. « Oui, merci, » dit-elle. D'abord hésitante, craignant que la nourriture ne soit empoisonnée, elle se détendit en le voyant croquer joyeusement dans les fruits. Tout en mangeant, ils parlèrent si longtemps qu'ils en perdirent la notion du temps. Izana lui raconta ce qu'il avait entendu à son sujet de la part des villageois. Il lui confia que le roi Luc lui manquait et qu'il était désolé pour sa perte. Les parents d'Izana n'étaient plus là non plus. Son père était décédé, et sa mère, originaire d'un village voisin, y était retournée après être tombée malade de chagrin. Camille comprit qu'il saisissait réellement la douleur de sa double perte, et elle lui fut reconnaissante de ce temps partagé. Izana était drôle, et ses plaisanteries la faisaient rire. Il était le premier homme à l'apprécier pour ce qu'elle était, sans se soucier de son état. Plus il parlait, plus elle en apprenait sur lui, et plus elle se sentait attirée par sa bonté. Dong, dong, dong. L'horloge du village sonna. Ils étaient si absorbés par leur conversation qu'ils n'avaient pas remarqué le temps passé. Les ombres s'étaient allongées, les oiseaux chantaient le crépuscule. C'était déjà le soir. « Oh non, ma mère va s'inquiéter !» s'écria Camille. « Alors il faut vous dépêcher de rentrer. »« Je vais vous aider, » dit Izana. Il rangea rapidement ses affaires. « Revenons-nous demain, princesse Camille ? Même heure, même endroit. »« Oui. » répondit-elle sans réfléchir, l'esprit entièrement tourné vers l'inquiétude de sa mère. Elle proposa de tenir sa machette et son panier pendant qu'il poussait son fauteuil jusqu'au palais. Izana la laissa devant les grilles. « Merci, » lui dit-elle à la hâte alors qu'il reprenait ses affaires. « À demain, » répondit-il avant de disparaître dans la pénombre, juste avant que les gardes ne le voient. Un groupe de gardes s'approcha, portant des lanternes. « Qui va là ?» cria le chef des gardes. « C'est moi, la princesse Camille. »« Princesse, nous sommes désolés, nous ne vous avions pas reconnue, » s'excusa le chef en s'inclinant. « Vous avez disparu sans prévenir personne. Tout le palais vous cherche, la reine est morte d'inquiétude. » Ces mots confirmèrent les craintes de Camille. Elle se rendit directement dans les appartements de sa mère. Elle y trouva la reine Agatha, assise, le regard perdu vers le village. Camille se sentit coupable d'ajouter à la peine de sa mère, qui n'avait pas encore surmonté la perte de son mari et de son fils. Elle s'approcha doucement et posa une main sur son bras. « Mère, mère !» La reine sursauta. En reconnaissant sa fille, un immense soupir de soulagement lui échappa. « J'ai cru que je t'avais perdu, toi aussi, » dit-elle tristement. « Non, mère, je vais bien. Je suis désolée de t'avoir inquiétée. »« Raconte-moi ce qui s'est passé. »« La vérité, Camille, » ordonna la reine. « Je suis allée au marché. Pour t'acheter un bijou. » commença Camille, hésitante. « Ce sont les insultes habituelles, les paroles méprisantes. Le bijou est magnifique, » ajouta-t-elle avec un sourire forcé pour changer de sujet. Mais la reine insista, l'émotion montant dans sa voix. « Les insultes habituelles t'ont retenu hors du palais jusqu'à la tombée de la nuit ? Camille, tu es tellement habituée à être maltraitée que tu trouves cela normal. Je suis fatiguée, Camille. Le poids de tout ce qui est arrivé m'écrase. » Des larmes emplissaient ses yeux. « Sais-tu à quel point j'ai eu peur ? J'ai alerté ton oncle, les gardes. J'ai craint que les villageois ne t'aient fait du mal. J'entends ce qu'ils disent sur toi, sur moi. Leurs accusations me blessent. Ils me tiennent pour responsable de tout, et quand ils te regardent, ma fille magnifique, tout ce qu'ils voient, c'est ton handicap. Du vivant de ton père, il nous aimait. Sa mort leur a fait oublier tous les moments heureux que nous avons partagés. » Voir sa mère pleurer brisait le cœur de Camille. « Ce ne sont que des mots cruels, maman. Ils ne connaissent pas la vérité. S'il te plaît, ne pleure pas. » Elle essuya les larmes de sa mère. « Maman, je me suis fait un ami aujourd'hui. Je dois le revoir demain. Il m'a défendu contre des filles méchantes. C'est avec lui que j'ai passé du temps, et j'ai oublié l'heure. » À ces mots, la reine cessa de pleurer, ses yeux s'illuminant de surprise. « Un homme, dis-tu ? Qui est-il ?
Il s'appelle Izana. C'est un grand fermier. Un fermier. Je suis heureuse que tu te sois fait un ami. Tu as ma permission de le voir demain. Mais ne m'inquiète plus en rentrant si tard. Prends un garde avec toi, et sois prudente. Le visage de Camille s'illumina de joie. Merci, maman. Je prendrai un garde, ne t'en fais pas. Plus tard, Camille se rendit auprès de son oncle, qui était en conseil avec les anciens du village. Elle attendit la fin de la réunion. Quand les anciens passèrent devant elle, seuls quelques-uns répondirent à son salut. Dans la salle du trône, faiblement éclairée, son oncle Malaki était assis sur le trône. L'air était lourd de non-dit. « Votre Majesté, dit-elle en s'inclinant. Princesse Camille. Heureusement que vous avez décidé de rentrer de votre petite escapade. Votre mère était inquiète. » Il ne lui demanda même pas si elle allait bien. « Désolé d'être rentré tard, mon oncle. J'étais avec un ami. » « Un ami ? Je ne savais pas que vous en aviez, » dit le roi avec un petit rire méprisant. « La prochaine fois, rentrez plus tôt. Laissez les portes du palais ouvertes, met ma vie en danger. » L'amertume monta en Camille, mais elle fut rapidement remplacée par la douce pensée d'Izana. Après son départ, le roi, intrigué, convoqua son garde le plus fidèle. « J'ai une tâche discrète pour toi. Surveille la princesse Camille et rapporte-moi tous ses faits et gestes. » Le lendemain, Camille retrouva Izana à la ferme. Ils passèrent la journée à discuter et à rire. Ils parlèrent de tout, de leur vie, de leurs rêves. Ce jour-là, elle lui demanda de l'appeler Camille, et non plus princesse. Ce soir-là, le roi la convoqua de nouveau. « J'imagine que vous avez eu une autre aventure aujourd'hui. Vous devriez limiter vos déplacements. Votre présence dérange les villageois. » Puis il fit venir son garde. « Votre rapport. » « Mon roi, aujourd'hui, la princesse a de nouveau rencontré un fermier. »« Mon oncle, vous me faites espionner ?» l'interrompit Camille. « N'ai-je pas le droit de m'inquiéter pour ma nièce ? Alors, cet ami est un fermier. J'espère que vous n'envisagez pas d'épouser un simple paysan. Mon frère serait bien déçu. » La colère monta en Camille. « Vous ne savez rien de mon père. Il n'aurait jamais appelé son peuple « paysan ». Merci pour votre sollicitude, mon oncle, mais je peux me débrouiller seule. Puis, elle décida de lui parler d'un problème urgent. Mon oncle, les fermiers luttent contre la sécheresse. Ils ont besoin d'aide. Elle lui expliqua leur idée de détourner l'eau de la rivière. Le roi balaya ses propos d'un geste méprisant. Les fermiers trouveront un moyen, comme toujours. J'ai déjà pris mes dispositions pour acheter du grain au village voisin. Je ne vais pas gaspiller des ressources pour un projet aussi coûteux. Mon oncle, les gens ont besoin de solutions durables, insista Camille. Les yeux de Malaki brillèrent de colère. Tu parles comme si tu comprenais quelque chose à la gouvernance, mais tu n'es qu'une enfant qui joue à la dirigeante. Ta présence ici est un rappel du règne raté de ton père. Il lui tourna le dos. Tu te bats pour le royaume ? Regarde-toi, Camille. Que peux-tu faire dans ce fauteuil ? Tu es un fardeau, rien de plus. Maintenant, excuse-moi, j'ai des affaires plus importantes à régler. Les mots la blessèrent profondément. Elle regagna ses appartements et pleura amèrement. Le jour suivant, Izana étant partie voir sa mère, Camille décida de faire un tour dans le village avec 2 gardes pour se changer les idées. Soudain, un convoi de voitures luxueuses, vision surréaliste, traversa les chemins étroits, attirant l'attention de tous. La dernière fois qu'une voiture avait été vue ici, c'était pour le couronnement du roi Luc. Le convoi s'arrêta sur la place du village. De la voiture la plus imposante sortit un homme grand et bien habillé. Un vieil homme le reconnut aussitôt, Nandi. Nandi Onyeka était un milliardaire, fils de feu monsieur Onyeka. Après la mort de son père, sa mère avait disparu du village avec lui, alors qu'il n'était qu'un enfant. Personne ne l'avait revu depuis. Nandi observa le village d'un œil critique. Les anciens l'accueillirent avec des sourires prudents. « Bienvenue à Ezepu, monsieur Onyeka. »« Merci. J'ai décidé de revenir chez moi. Je suis ici pour discuter d'un projet important qui, je crois, profitera à notre peuple. » Les villageois murmuraient entre eux, certains excités, d'autres méfiants. « Je veux construire un hôpital, » annonça Nandi. « Il réduira la mortalité, rendra la vue aux aveugles, et s'il y a des infirmes dans le village, il pourra guérir leurs jambes. » Des cris de joie s'élevèrent. « Notre princesse est infirme !» cria un villageois, déclenchant quelques rires. Un garde, voyant la peine de Camille, lui suggéra de rentrer.
Alors qu'il quittait la place, Nandi poursuivit, un sourire étrange aux lèvres, « Alors il y a une infirme dans le village. L'hôpital guérira ses jambes. » Les anciens, enthousiastes, l'emmenèrent au palais pour présenter son projet au roi. Mais à la surprise générale, le roi Malaki rejeta l'idée de l'hôpital, suggérant plutôt de rénover l'école. Alors que Nandi quittait le palais, déçu, ses yeux tombèrent sur Camille qui arrivait à peine. Il remarqua son fauteuil roulant, sa détermination silencieuse. Un sourire énigmatique se dessina sur son visage. « Enfin, murmura-t-il pour lui-même. Je l'ai trouvé. Pour le rituel. »